Bienvenue dans le Club Action où on va s'intéresser aux investissements en Chine. Nous en parlons avec Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan Asset Management. Bonjour Stéphane Vontron. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, bonjour Laura. Alors, doit-on revenir sur la Chine ? On pourrait presque vous laisser dérouler sur le sujet. En tout cas, quelques points de contexte. En fait, on entend quand même assez régulièrement que le moment de la Chine est passé, qu'il y a eu la reprise économique en Chine, qu'ensuite il y a eu la reprise économique aux États-Unis et que c'est le moment de l'Europe actuellement. On pourra d'ailleurs revenir sur les déclarations de Christine Lagarde peut-être un petit peu plus loin. Mais vous, aujourd'hui, si vous venez défendre la Chine, c'est que vous croyez qu'il y a encore des opportunités dans le pays ? Évidemment, nous en sommes convaincus. C'est vrai que ce que vous partagez et qu'on entend régulièrement dans le marché concernant effectivement le retour en grâce de l'Europe, qui est justifié, mais qui est une lecture très tactique, très court terme du contexte que nous vivons, tout simplement parce qu'il y a un effet de base. On a vécu une dépression. Oui, c'est une question de temps, de reprise. Oui. On a connu une dépression considérable, et donc du coup un effet rattrapage assez spectaculaire cette année, toute proportion gardée par rapport à la croissance potentielle. Bien sûr. Croissance potentielle, en gros, je vous le rappelle, les deux jambes quand même, c'est la croissance démographique et la croissance de la productivité. Ce sont ces deux éléments. Bon là, la croissance potentielle des pays développés, relativement atone de ce point de vue-là, repose essentiellement sur la croissance de la productivité. On a en Chine, en revanche, on n'a pas eu cet effet rattrapage. Il n'en reste pas moins que le niveau de croissance attendu pour la Chine par le consensus est en ligne avec celui de l'Europe, entre 8 et 9%. Bien sûr, oui, mais c'est moins qu'avant. Donc on se dit ça ralentit. C'est moins qu'avant, c'est relatif. Mais ça reste plus élevé qu'ailleurs. On n'a pas eu de récession l'an dernier en Chine. Donc l'effet de base est différent. Et donc, du coup, c'est vrai que ce qui nous interpelle dans ce constat, et qui est quelque part parfois un petit peu à l'aune de ce qu'on peut voir en termes de réflexion sur le marché, est un élément très court terme, très tactique, et qui n'est pas forcément en lien avec l'horizon d'investissement que nous devons avoir sur les actions. Mais c'est vrai que vous avez raison de rappeler que la Chine était le seul pays à afficher une croissance positive en 2020, donc on n'a pas le même effet de base, effectivement. Absolument. Oui, bien sûr. Et donc si on part comme point de départ, non pas l'an dernier, mais fin 2019, ou en tout cas juste avant la crise du Covid, on arrive à des résultats fondamentalement différents, et on constate quoi ? On constate que la Chine a encore une fois creusé l'écart. Précisément, parce que je ne vous apprends rien, sur un effet de base, sur une base 100, quand on ne se contracte pas, on prend beaucoup d'avance. Pour autant, il y a quand même des contre-arguments sur ce marché chinois. Cette croissance qui recule un petit peu, qui accélère en fait moins vite, et surtout des prises de parole du gouvernement qui montrent quand même que sur des sujets tech, sur des sujets que ce soit tech classique ou fintech, on a l'impression que dès que ça dépasse en fait la capacité de régulation, d'ailleurs on n'a pas l'impression que ça dépasse la capacité de régulation, dépasse pas des masses, mais dès que le gouvernement a l'impression d'être dépassé par des gros mastodontes ou en tout cas des grosses stratégies tech, d'un coup d'un seul on régule. Est-ce que là c'est pas un frein pour l'investisseur qui se dit je sais pas trop où je mets les pieds et j'ai l'impression que le gouvernement va pouvoir venir freiner finalement mon investissement? Alors, le facteur réglementaire est un facteur très important en Chine où tout est contrôlé. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une première façon de voir les choses qui est effectivement le gouvernement contrôle énormément de choses. Et donc ça, c'est un risque majeur, puisqu'effectivement, en un quasi-claquement de doigts, ils peuvent à peu près tout changer. Ce que vous décriviez comme situation, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez partagé. C'est-à-dire que les Chinois sont des gens pragmatiques et qui constatent que la capacité des autorités américaines, en particulier occidentales en règle générale, à réguler leurs champions, et notamment les grands acteurs de la tech, faible. On vote sur le RGPD, ça avance un peu plus vite. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Dans le même temps, ils ont envie de promouvoir leurs champions pour justement promouvoir aussi leur zone de chalandise, le fameux RCEP qui s'est mis en place l'an dernier, et constituer justement un pôle d'influence sur l'ensemble de l'Asie et sur le bloc de l'Est, globalement, et l'Afrique qui est un enjeu plus long terme. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont la volonté de promouvoir leurs champions, et donc ils sont dans un acte un peu schizophrène de régulation et de liberté. Parce que quand Didi entre en bourse, c'est que derrière, il commence à réguler justement sur le respect des données personnelles et que Didi, donc cette entreprise s'effondre. Là, on n'a pas l'impression qu'ils essaient de promouvoir leurs champions pour le coup. Non, ils essaient de promouvoir le territoire à long terme. C'est-à-dire, le but, c'est de pouvoir avoir une émergence d'un tissu plus large et justement d'acteurs de second rang, mais en tout cas qui sont peut-être les leaders de demain. Et donc de faire en sorte que les oligopoles actuels ne soient pas trop puissants pour étouffer une éventuelle concurrence et un renouvellement de l'offre. Ce qui est un petit peu un des risques aujourd'hui sur le marché américain des leaders de la tech. Et donc du coup, il y a une réflexion stratégique derrière ça, avec une confusion en termes de communication, avec le fait que c'est assez lointain pour nous. Et je dirais quelque part, en étant totalement cynique, c'est qu'effectivement,
ce contrôle des autorités a un côté anxiogène, puisqu'ils peuvent tout changer en un claquement de doigts, mais offre, d'un point de vue investisseur étranger, une forme de lisibilité assez confortable. D'accord, au moins on sait où on va, c'est ce que vous nous dites. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient présents dans le plan quinquennal, qui a été dévoilé en février, qui a commencé à être mis en place en mars, dans lequel, par exemple, la régulation récente qui a secoué le marché cet été sur l'éducation en particulier était prévue dans le plan quinquennal. Donc, quelque part, donc vous n'êtes pas surpris, en fait, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Un observateur attentif peut quand même essayer d'anticiper. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des phénomènes de capillarité qui font que, globalement, il n'y a pas que le secteur de l'éducation qui a corrigé. Donc, vous n'êtes pas immune en étant investi sur le marché chinois. Mais néanmoins, je conclurai en disant que le risque réglementaire n'est pas le monopole de la Chine. Et la difficulté de le lire dans les marchés occidentaux, c'est que les projets ne sont pas nécessairement adoptés et c'est parfois encore plus complexe. Mais la nécessité de réguler les grands acteurs de la tech est un objectif commun que nous avons sur les marchés occidentaux. Et si on regarde chez vous, Stéphane, chez JP Morgan, c'est vrai qu'en 2019, vous aviez surtout collecté sur la tech. On s'est vu en mars cette année, vous m'aviez dit que vous collectiez 2 fois plus sur la Chine que sur la tech. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est plutôt encourageant, c'est que la très bonne tendance de collecte que nous avons connue dans le deuxième semestre de l'an dernier et sur la première partie de cette année sur le marché chinois, c'est globalement maintenu. C'est-à-dire que bien sûr, on ne collecte pas au même rythme, mais en revanche, ce qui est assez satisfaisant, c'est que nous n'avons pas de sortie sur le marché chinois. Donc les investisseurs sont restés embarqués dans ce thème de long terme. C'est une bonne chose parce que précisément... C'est une demande de leur part ou c'est une conviction de votre part ? Alors c'est une conviction que nous avons partagée, mais c'était également une demande parce qu'il faut avoir en tête que le marché chinois, c'est un exercice 2019 et un exercice 2020 qui ont été de très très bonne qualité. Et puis également, il y a plusieurs réflexions derrière ça. C'est-à-dire que la Chine, c'est à la fois un vivier de croissance, c'est également un des rares marchés capacitaires. C'est 15% de la capi mondiale quand même, la Chine. C'est pas un micro-marché. Et la Chine qui essaie de revenir sur son marché intérieur d'ailleurs, qui a beaucoup fonctionné sur les marchés extérieurs, qui maintenant essaie de se créer un marché intérieur. Tout à fait. Alors, il est déjà là, mais il essaie de favoriser, pardon. Oui, c'est à peu près 5 fois le marché français quand même, donc il est assez significatif. Mais néanmoins, il y a un élément qui est très différent par rapport à nos marchés développés, c'est que c'est une cote qui n'est pas en attrition, mais qui est en développement. Et donc, du coup, ça donne une forme de dynamisme à ce marché. Ça signifie aussi qu'il est relativement mal suivi et que pour des gérants comme nous, il laisse beaucoup de place à de la génération d'alpha, de la création de surperformance, précisément parce qu'il est relativement mal suivi avec des acteurs récents. Et donc ça, c'est une opportunité supplémentaire par rapport à la croissance sous-jacente, par rapport au développement de ce marché, par rapport à des éléments techniques sur lesquels on pourra revenir, qui sont très favorables à long terme pour la Chine. Oui, parce que donc la Chine, ça reste une de vos convictions fortes. Vous avez trois fonds sur la Chine, sur les actions chinoises. Comment ils se portent ? Ils se portent. Alors, cette année, en termes de performance, là où au moment où on se parle, on est proche de zéro sur l'ensemble des fonds, avec des petites différences. Globalement, vous savez, on a construit, sous l'impulsion d'Howard Wang, qui est à la tête de cette équipe, en fait, une approche qui va être liée sur la recherche de valeur, de croissance et de qualité. On entend par qualité des bilans sains, des structures financières de bonne qualité, une gouvernance surtout de bonne qualité. Ça évite certains écueils. Sur le marché chinois, c'est particulièrement important. On a la même approche, mais sur 3 spectres géographiques différents qui vont du plus concentré, donc le marché A chinois, le marché domestique, Shenzhen et Shanghai en renminbi, jusqu'à la grande plateforme chinoise qui inclut Hong Kong, qui inclut Taïwan. Cette année, donc, ce fonds qui s'appelle Greater China, qui inclut l'ensemble de la plateforme, est le plus résilient. Et le marché A est celui qui a le plus souffert, mais on est globalement dans un mouchoir de poche. Donc la performance, pour le moment, elle n'est pas franchement délétère, parce que si je reprends l'exemple de China iShares Opportunities, on vient de 2 exercices, je vous parlais de 2 très bons exercices, le flux n'est pas venu sans raison. On a fait près de 55% de performance sur les 2 exercices, 2019-2020. Donc c'est un fonds qui, à fin août, était encore à 27% de performance annualisée, malgré... Et alors pourquoi en ce moment, du coup, ça se réduit d'un coup ? Justement, il y a plusieurs axes. D'abord, vous l'avez plusieurs axes en quelques secondes. C'est ça. Vous l'avez rappelé, la Chine a été la première à normaliser sa croissance. Qui dit normalisation de la croissance, dit normalisation de la politique monétaire. Donc dès février, la Chine a quelque part sifflé la fin de la récré. Et ce que nous allons connaître avec le tapering, ils l'ont entamé beaucoup plus tôt. C'est légitime. Donc ça vient caper la performance. Ça vient caper aussi les thèmes de croissance. Souvenez-vous, en début d'année, c'était la fin de la croissance, le retour de la value. Depuis, le marché nous a donné tort. Les 2 thèmes sont au même niveau de performance. Mais pour autant, c'était le grand thème central du marché, donc moins favorable à la Chine. Et puis le dernier élément, c'est l'élément réglementaire de cet été, puisque le marché chinois a baissé de plus de 10% sur la période juillet-août. Donc le constat qu'on a à l'heure actuelle, c'est justement, je pense, un épiphénomène au sein d'une tendance de long terme extrêmement favorable. Merci Stéphane Vautreau de nous avoir expliqué tout ça. Donc du coup sur la Chine, vous restez positif sur les investissements en Chine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez JP Morgan Asset Management et on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.